très bien marché. Atlan et Calder, les deux, là, ils vont bien marcher. Lors de la vente d'Alain Delon, vous étiez investi comme dans une mission. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Bah, ce sont des grosses ventes, donc c'est des moments où on doit être extrêmement réactif. D'abord, il y a la tension avant la vente, il y a toujours des lots sur lesquels on n'a pas toujours de visibilité, souvent des lots importants, parce qu'il y a des téléphones, il y a des gens dans la salle, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, donc c'est des choses qu'il faut pas rater. Quand on commence la vente, on rentre dans une espèce d'état second, quasiment hypnotique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage ou de quoi pendant la vente, sinon on est comme une sorte de somnambule qui se réveille et on perd le côté hypnotique. Et on rentre dans cette espèce d'état où on a l'impression que la salle n'est plus qu'une personne et où le moindre mouvement d'un bras, d'un geste, d'un regard, en fait, vous attire comme une espèce de sixième sens. C'est assez étonnant comme état. Et on voit vraiment les enchères, on voit les gens qui vont porter des enchères, on les voit se concentrer et on a l'impression de voir tout ça comme si on avait une sorte de berger au milieu, avec des yeux partout qui voient toute la salle réagir comme un seul corps. C'est assez étonnant. Voilà, donc on rentre dans cet état un peu de. Faut pas plus suggérer, on n'est pas non plus dans cet état de lévitation. Mais on est très concentré et on a justement ces espèces de capteurs qui sont un petit peu en éveil à ce moment-là. Mais pour Alain Delon, c'était particulièrement sensible. Enfin, il y avait une émotion quand même assez particulière par rapport à l'autre vente aux autres ventes que vous avez fait dans la même semaine. Parce que la vente était chargée émotionnellement, affectivement, évidemment. Et puis c'est une vente sur laquelle il n'y avait pas de moment de repos. C'est-à-dire qu'il y avait 40 lots importants. On savait qu'il y aurait beaucoup d'enchères, qu'il y aurait beaucoup de bagarres sur chaque lot. Donc c'est pas une vente où il y avait des moments de respiration. C'est 40 lots. Les 40 lots allaient être très débattus entre les enchérisseurs. Voilà, dans les ventes plus larges, quand il y a 100 lots le soir pour la vente de la semaine suivante, ou quand il y a 200 ou 300 lots dans le mois du jour, il y a toujours des moments où c'est un peu plus calme, où des lots sont moins disputés, donc il y a des moments de respiration. Là, c'était vraiment 40 lots extrêmement intenses, donc il ne fallait pas souper. Votre père nous a montré les armoiries de la famille. Hein. Les soutenants au bâton, ils représentent quoi pour vous? Les deux sauvages? Oui, les deux sauvages. Peut-être un petit peu, je sais pas, le côté aventurier, le côté terra incognita que ça peut représenter le fait de partir en Martinique à l'époque. Notre ancêtre commun est parti en Martinique en 1640. À l'époque, c'était pas du tout la Martinique du XVIIIe siècle, c'était pas du tout une riche. Saint-Pierre peut être un peu de marécage infâme avec des moustiques. C'était pas du tout le petit Paris comme Saint-Pierre est devenu au XVIIIe. Donc voilà, ça doit être assez abrupt et assez sauvage. Et donc, je pense que ces deux sauvages avec leur massue correspondent dans l'imaginaire de l'époque à ce que devait être cette terre inconnue, pleine de dangers. Et voilà. Et l'esprit combattant. L'esprit combattant, il faut troquer le marteau contre la massue. Votre père vous a donc transmis le marteau, transmis un métier, transmis du savoir. C'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Ça a été une passion partagée. Ça s'est fait de façon un petit peu latente. Au départ, je n'étais pas parti pour ça, parce que ça n'a pas été un chemin tout droit, parce qu'au départ, je suis parti vers d'autres cieux. Je suis parti dans la finance, dans la banque, en Asie. Donc, je crois qu'inconsciemment, je devais avoir, comme un peu, j'imagine tous les fils d'eux, à la fois l'envie de suivre ce chemin, parce qu'il est quand même extrêmement tentant et séduisant, c'est quand même un des plus beaux métiers du monde qu'on a la chance de faire, et en même temps l'envie que ce soit un choix positif et pas un choix d'une pente. Les pentes, elles sont soit montantes, soit descendantes, selon le sens qu'on emprunte. Et voilà, je pense que le fait d'avoir passé des concours, d'avoir fait l'école de commerce, d'être parti en Asie dans la banque, faire de la finance, le fait de revenir après dans ce métier, c'était un choix positif, qui était du coup un vrai choix, et non pas une pente naturelle. Voilà, je crois que c'était assez structurant ça, et sûrement un besoin quelque part. J'imagine pour vous et votre frère aussi, Bertrand. La différence, c'est qu'il a toujours eu le feu sacré. Donc, lui, s'il avait posé de questions, depuis qu'il a 6 ans, il sait ce qu'il veut faire, il est passionné par les objets, il a une espèce de rapport aux objets presque religieux. Donc pour lui, le choix, c'est pas du tout posé. Mais encore une fois, c'était pas une facilité, c'était pour le coup une vraie vocation, un vrai feu de vocation. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas ce métier si on n'est pas passionné par les objets. On est tous un petit peu monomaniaques. Alors, il y a différents types de monomanie. Des monomanies qui sont un peu plus horizontales, où on passe d'une collection à l'autre, où on a envie d'avoir des collections qui sont un petit peu plus transversales avec des objets qui se répondent, comme des chambres d'écho, entre les livres, l'art africain, l'art contemporain, le symbolisme, c'est plutôt l'univers dans lequel il évolue. Et puis il y a des collections qui sont
vraiment pas monomaniaques, mais disons monothématiques, qui gagnent en profondeur, ce qui perdent en horizontalité. C'est quand même plutôt l'art contemporain. Enfin, c'est vraiment... mais encore une fois, par séquence, ça a été le dessin ancien, puis les photographies, puis l'art contemporain. Voilà. Et vous êtes collectionneur? Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi votre... Alors, ça a commencé par... Mes premières collections, c'était l'art africain. L'Afrique, les arts primitifs, qui ont été une vraie passion. J'ai longtemps eu une passion pour la bibliophilie. Puis tout ce qui était les avant-gardes russes, qui était un petit peu à la périphérie de la bibliophilie, parce qu'il y a beaucoup de belles créations des avant-gardes russes, par Rodchenko, qui relèvent de la typographie, l'art du livre, les couvertures, la mise en page, les photomontages de livres, donc cette collection m'a beaucoup passionné. Après, ça a été plutôt autour du symbolisme. Quand je suis revenu en France, j'ai été passionné par ce mouvement, cette période de 1900 où finalement tout a été réinventé. Autour de Vienne, mais plutôt le côté un peu sombre du symbolisme. Pas tellement la femme fleur et l'art nouveau, plutôt le côté un peu ou nordique ou à l'est ou germano-autrichien. Autour de la psychanalyse, du rêve, du cauchemar, des pulsions un petit peu animales et bestiales. Tout cet imaginaire que l'homme découvrait en lui et qu'il a traduit dans les œuvres. Ça m'a beaucoup passionné. Et puis maintenant plutôt l'art contemporain. Mais dans l'art contemporain, à la fois un peu les jeunes français et puis aussi beaucoup les nouveaux réalistes. J'ai une passion pour cette période et ce mouvement des nouveaux réalistes. Donc voilà. Merci beaucoup.